ou alors le tour du monde des terres françaises oubliées. Allez, je vais commencer par celui-là, Bruno Puligné. Ce sera plus ça, et puis on se réserve le reste pour la bonne bouche. Parce que ça, c'est quand même des territoires où le train, dans l'ensemble, ne va pas. Non, il y a quelques enclaves, mais la plupart de ces territoires sont plutôt accessibles par bateau. Oui. Et c'est vrai que ma nostalgie irait plutôt à la marine à voile, aux anciens baleiniers, aux frégates, aux corvettes. On fait une émission très branchée, hein, vous voyez, très dans l'air du temps. Et à tous ces aventuriers qui ont fait plusieurs fois le tour de la Terre et qui ont eu parfois la curiosité de déposer un drapeau soit blanc au lys, soit tricolore selon les époques, sur des territoires alors qui pouvaient paraître totalement dérisoires, mais qui n'étant pas peuplés, n'intéressant personne, n'ont jamais été décolonisés et donc sont toujours français aujourd'hui. Voilà, ce qui vous permet d'afficher ce paradoxe que la superficie de la France est beaucoup plus importante que ce qu'on croit. Oui, alors sans faire profession d'ultranationalisme, d'un point de vue strictement arithmétique, on apprend à l'école que la France c'est 552 000 km² parce que, évidemment, c'est la mesure de la métropole, mais si on ajoute l'ensemble de l'outre-mer, y compris la gigantesque Terre Adélie, les îles Kerguelen, un certain nombre de possessions comme cela subantarctiques, on double la superficie terrestre, 1 100 000 km², et toutes ces îles supplémentaires, ces rivages supplémentaires commandent eux-mêmes des eaux territoriales et des zones économiques exclusives, et le total, c'est plus de 12 millions de km². Donc c'est un gigantesque empire. C'est le deuxième plus grand domaine maritime mondial, juste après celui des États-Unis. Et encore, il y a quelques îles que nous avons perdues. On ne sait pas où elles sont passées. Si on les retrouvait, on passerait au premier rang. Alors, on fait un voyage. Alors, c'est drôle parce qu'il est à la fois réel et puis il vous emporte extrêmement loin. C'est un voyage imaginaire. Quelles sont, c'est bourré d'anecdotes, donc je vais vous les laisser vous raconter, peut-être les possessions les plus étonnantes ou celles que vous avez découvertes avec le plus de stupéfaction? Par exemple, la France a failli être propriétaire des Galapagos. Donc les Galapagos qui dépendent de l'équateur, hein, où Darwin va découvrir ces espèces et le fondement de sa théorie. Au début du 19e siècle, quand l'équateur s'émancipe de l'Espagne, il y a un Français sur place qui est consul et qui surtout est commerçant et qui a misé sur les bons chevaux. C'est-à-dire qu'il a prêté de l'argent à deux soudards qui vont être les fondateurs de l'État équatorien. Et évidemment, les deux généraux sont totalement insolvables et finissent par lui dire, bon, de toute façon, on ne te remboursera jamais, donc on peut par contre te céder les Galapagos. Alors, très civiquement, il écrit à Guizot, ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe, pour dire, voilà, nous avons la possibilité d'acquérir l'archipel des Galapagos pour la France. Le ministère des Affaires étrangères ne donne pas suite, voit vraiment pas l'intérêt. L'autre insiste en disant, mais vous savez, si un jour on perce l'isthme de Panama, ça serait intéressant d'avoir une base navale côté Pacifique. Oh, alors, à d'autres, bon, passons. Et donc, désespérant... Les gens qui ont le sens de l'histoire. Et donc, désespérant de rentrer dans ses frais, finalement, il achète une île des Galapagos pour lui-même, qui est une île importante qui s'appelle Floréana. Et puis à la fin de sa vie, c'est un basque, il retourne chez lui pour finir ses jours dans son petit village de montagne qui s'appelle Barcus, 330 habitants aujourd'hui, et il n'a pas d'enfants, il lègue tous ses biens à la municipalité pour les pauvres. Et dans ces biens, eh bien, il y a le traité qui le rend propriétaire de Floréana. Et c'est ainsi qu'un village français de 330 habitants qui n'a aucun accès à la mer est propriétaire d'une île beaucoup plus vaste que lui dans l'océan Pacifique. Alors, on parlait de la magie des trains, mais le train peut être évidemment diabolique dans ses accidents. Dumont d'Urville est victime d'un des premiers accidents de train et il est dans votre dictionnaire. C'est tout à fait terrible. Ce pauvre Dumont d'Urville va mourir dans le premier accident de train et qui plus est de train de banlieue. On est sur la ligne qui mène à Versailles, alors qu'il est revenu entier de voyages incroyables, incroyables, étonnants. Et en particulier, bon, aujourd'hui encore, d'ailleurs, la base qui est la capitale, entre guillemets, de la Terre Adélie, porte son nom, Dumont d'Urville. Et la Terre Adélie... Ce qui explique, enfin, c'est vous expliquez où on découvre que la France a une frontière commune avec l'Australie. Elle a même deux frontières communes parce que depuis cette base Dumont d'Urville, il y a donc la Terre Adélie, du prénom d'ailleurs de la femme de Dumont d'Urville, Adèle. Et qui est morte d'ailleurs dans le même accident avec leur fils. Et la Terre Adélie, donc c'est comme une grande part de tarte qui va du pôle sud jusqu'au rivage, et elle est entourée par deux parts de tarte revendiquées par l'Australie. Ça fait plus de 5000 km de frontières terrestres avec l'Australie. Et nous avons aussi une frontière maritime avec l'Australie parce que non loin de la Nouvelle-Calédonie, il y a un archipel qui est vraiment une poussière de territoire qui porte un nom sur la carte, on pourrait penser que c'est plutôt britannique ou australien. Les îles Chesterfield, c'est à peine 1 km².
à peine. Mais vraiment émiettés en une soixantaine d'îles, îlots, récifs, avec des noms qui sont vraiment étonnants. Par exemple, j'ai découvert qu'il y avait un îlot Skeleton, territoire français. Alors comment tout cela devient français? Pendant longtemps, ça n'intéresse personne. C'est un peu une base de baleiniers. On s'y arrête pour marcher un peu sur la terre ferme. Il y a des oiseaux, des œufs, donc on peut y faire des repas un peu meilleurs qu'à bord. Mais c'est de fait international. Et puis un jour, un Anglais arrive en Nouvelle-Calédonie, boit un coup, explique à ses interlocuteurs, parce qu'à cette époque, effectivement, on prend le temps de parler, et des fois on parle trop, il explique à ses interlocuteurs qu'il vient pour aller au Chesterfield et qu'il va en prendre possession pour les Britanniques, parce qu'on est en plein boom du guano. Le guano, c'est donc ces crottes d'oiseaux de mer accumulées qui, à la fin du 19e siècle, représentent un engrais qui se négocie très cher. Donc il y a une vraie ruée vers l'or sur ce genre d'île oubliée. Et donc on fait boire l'Anglais, et quand il est sous, évidemment, ce sont les Français qui se précipitent sur ces îles Chesterfield qu'on avait négligées pendant des décennies, et on en prend possession, mais alors là, avec un luxe extraordinaire. Je veux dire par là qu'on tire les 21 coups de canon protocolaires, on rédige un procès verbal, qu'on va publier au moniteur officiel. Enfin, vraiment, là, il y a un déploiement de puissance tout à fait incroyable. Et puis, on va exploiter le guano sur ces îles. Et alors, ce qui est extraordinaire et très français, c'est que du jour où on prend possession de ces îles et qu'on y exploite donc ces crottes desséchées d'oiseaux de mer, on y envoie un fonctionnaire du fisc. Et il y a donc un monsieur Martin qui est présent sur l'île avec sa femme et ils sont là pour prélever 1 franc par tonne de guano extrait. Et là, vraiment, c'est délicieux. C'était une promotion. Alors là, malheureusement, on manque de documents. C'est une promotion. Les îles pourraient être paradisiaques, mais d'abord, il n'y a pas grand-chose. Donc, monsieur Martin et madame Martin ont dû quand même s'y ennuyer ferme. Par ailleurs, elles sont terriblement malodorantes pour les raisons que je vous passe. Et en tout cas, ce qui apparaît, si on regarde un petit peu les rôles d'équipage, c'est qu'ils ont tenu 3 mois. Ils ont tenu 3 mois, pas plus. Et à partir du moment où les Martins s'en vont, on demande à l'exploitant de guano de fonctionner sur le régime. C'est forfaitisé, en fait. Voilà, c'est lui qui déclare. Et bizarrement, alors là, il y a quasiment plus d'extraction de guano. Et on a un rapport dans les archives de la Nouvelle-Calédonie qui est extraordinaire, parce qu'évidemment, il est accusé de l'envoyer directement en Australie en franchise d'impôt. Et ce rapport est rédigé par un haut fonctionnaire corse colonial, qui n'est autre que le père de Francis Carco. Ah oui. Il y a une île intermittente aussi. Oui, alors il y a même plusieurs îles intermittentes. Ça dépend si on raisonne. Il y en a une qui est intermittente dans le temps et une qui est intermittente dans la géographie. Dans le temps, c'est à la frontière franco-espagnole sur la Bidassoa. Il y a au milieu de la Bidassoa une île qui est en fait en indivision entre la France et l'Espagne, une île minuscule. Et en fait, elle change d'administration tous les 6 mois. Donc au 1er août, la France va s'agrandir de 30 arts et puis au 31 janvier, elle va les rétrocéder à l'Espagne. Donc ça, c'est 6 mois par an, le territoire français qui a un mouvement de diaspora et systole. Le syndrome européen. C'est l'Europe, bien avant l'Europe. Et puis, alors, il y a un territoire tout à fait étonnant, c'est un territoire sous-marin, si j'ose dire, ça n'a aucun sens a priori. En fait, c'est une île qui est intermittente, capricieuse, en Méditerranée. Oui, qui ressurgit. Voilà. C'est un volcan sous-marin. De temps en temps, il y a une poussée, et donc, évidemment, le tas de cendres fait apparaître une île, et puis le vent, la mer disperse les cendres, et l'île disparaît. Oui, mais c'est dans un lieu extrêmement stratégique. On est entre la Sicile, Malte, la Tunisie, donc celui qui commanderait cette île nouvelle commanderait tout le passage entre Méditerranée orientale, Méditerranée occidentale. En 1831, il y a eu une poussée vraiment très forte. L'île s'est maintenue assez longtemps. Et donc, les Anglais qui étaient à Malte, les Napolitains, et puis les Français s'y sont intéressés. Et les Français ont débarqué, alors de façon très amusante, sous la forme d'une expédition scientifique. Et donc, ils ont pris possession de l'île, mais pas de façon égoïste, pour l'amour de l'humanité, pour le progrès des sciences et de la connaissance. Et évidemment, le drapeau français a été planté, mais 6 mois plus tard, on ne savait plus où était passée cette île. Ça fait partie de ce qu'on appelle les îles de beurre. Elles sont vues un jour et puis elles disparaissent ensuite. Comment vous avez collecté toutes ces données extravagantes ? En fait, j'ai un plaisir un peu particulier parfois qui consiste à lire non pas des écrits mais des atlas. D'ailleurs, on lit une carte et je trouve que les vieux atlas, c'est magnifique. D'abord, c'est beau. Quand on a des cartes très anciennes, souvent elles sont décorées avec des monstres, des personnages, des bateaux à voile, etc. Et puis, si on regarde attentivement, on trouve toutes sortes de petits recoins avec des inscriptions bizarres et des archipels. Pourquoi est-ce que cet archipel du bout du monde a le nom d'un village ou d'un
noble français? Pourquoi est-ce qu'il y a une petite enclave ici? Et derrière ces territoires, moi, ce qui me fascine, bien sûr, ce sont les aventures humaines qui sont là. Comment est-ce que des baleiniers, des trafiquants, des pirates, des aventuriers vont faire... Des agents du fisc, monsieur et madame Martin, quand même. Alors, c'est grande injustice, il n'y a pas d'île Martin au Chesterfield. Il y a Saint-Martin, mais... Alors qui n'est fiscalement pas ce qu'il y a de mieux. Et alors que Chesterfield, et ça aussi c'est fascinant, il y a encore des territoires qui n'ont pas de nom. C'est-à-dire que c'est partie des derniers territoires qu'on peut encore nommer, à qui on peut encore donner le nom d'une personne ou de quelque chose. De la même façon, si on va dans les îles françaises subantarctiques, comme les Creusets, il y a une île qui porte un nom pas très joli, l'île aux cochons, mais une portion de cette île n'a toujours pas été cartographiée. C'est-à-dire que les cartes dont on dispose sont faites à partir de photographies aériennes, mais compte tenu de la météo locale, il y a une portion qui est perpétuellement couverte par des nuages, et donc il y a encore un petit bout de terra incognita. C'est pour Jules Verne, ça, Voilà. c'est fascinant. Hein. Ah ben Jules Verne, il a droit de citer aussi. Jules Verne joue un petit rôle dans cette histoire parce que je vous parlais d'un territoire français perdu et si on le retrouvait, ça se solderait par une immense extension du domaine maritime, c'est Ernest Le Gouvet. Donc un récif qui se situe dans le Pacifique Sud, qui a été vu une fois par un navire qui portait le nom d'un académicien ami de l'armateur qui possédait ce navire, Ernest Le Gouvet. Or si on regarde, Ernest Le Gouvet était un ami de Jules Verne, c'est lui qui a poussé Jules Verne à se présenter à l'Académie française, même si un échec, et on est en droit de se demander, comme cette île n'a plus jamais été revue depuis, si c'était pas un énorme canular, parce que cette île a, figurez-vous, les coordonnées géographiques de Tabor, l'île mystérieuse, dernier refuge du capitaine Ça Nemo. nous a donné un formidable livre, alors c'est déjà quelque chose. Alors, merci beaucoup Bruno Fellini. Tour du monde des terres françaises oubliées aux éditions du Trésor. Et on va parler maintenant...